été évoqué précédemment, Jacques Testard a présidé une conférence de citoyens organisée par la Commission française du développement durable sur les changements climatiques et citoyenneté en 2002, et c'est là un petit peu qu'il a que la richesse des discussions et que l'exemplarité de la démarche l'ont poussé à approfondir la procédure, donc dans le projet de recherche qui a été évoqué précédemment et qui a donné lieu à la production d'un projet de loi en 2007. Donc je vous propose de donner la parole quelques minutes et puis après on passe à l'échange avec la salle. Et on aura jusqu'à 12h20 pour pouvoir échanger tous ensemble. Bien, merci Aude. Effectivement, moi j'ai viré ma cutie sur la démocratie participative en 2002 avec cette conférence de citoyens sur le climat, déjà, par laquelle j'ai été complètement bluffé sur les possibilités qu'ont des citoyens ordinaires de dire des choses intelligentes, auxquelles même les experts n'avaient pas toujours pensé. Et je voudrais signaler tout de suite que là, on a parlé de convention de citoyens, de conférence de citoyens. Je pense que dans votre esprit, ça doit être un petit peu confus. La convention de citoyens, comme l'a rappelé tout à l'heure Dominique Rousseau, le terme, on l'a inventé en 2007, pour qualifier une procédure qui est très forte, qui est finalement la rationalisation de ce qui a été connu sous le mot de conférence de citoyens inventée par le Parlement danois. Donc, c'est une conférence de citoyens rationalisée, le but étant de lui donner plus d'efficacité et de pouvoir l'inscrire dans la Constitution, qui nous paraît un élément fondamental pour qu'elle puisse jouer son rôle. Alors, les propriétés des conventions de citoyens, on l'a dit tout à l'heure, Dominique Rousseau a revendiqué la démocratie continue, effectivement, c'est possible, mais à condition que cette procédure ait une légitimité, ait une définition claire, même si elle peut être améliorée avec le temps, comme a dit Marie-Angèle Hermite, il faut quand même que les grandes idées, les grands principes de cette procédure soient inscrits dans la loi et mieux dans la Constitution. Donc c'est fondamental. Alors, à quoi ça sert finalement la Convention de citoyens? On peut dire que ça sert aussi à définir le bien commun. Le bien commun, c'est un truc dont on parle souvent, et personne n'a le droit de définir le bien commun, ni tel parti politique, ni telle association. En revanche, un groupe de personnes représentatives de la population, complètement informées de façon contradictoire et n'ayant pas d'intérêt particulier, est capable, par son avis, d'exprimer ce que pourrait être le bien commun, c'est-à-dire quelque chose qui convienne à la majorité des gens, d'ailleurs des gens qui vivent dans ce pays où on fait la Convention, mais comme l'ont remarqué dans beaucoup de conférences de citoyens les jurés, qui est finalement, qui a du sens pour le monde entier, pour la planète entière, y compris pour les pays du Sud, et aussi pour les générations à venir. Donc ce n'est pas quelque chose de simplement un groupe particulier. Alors, la Convention de citoyens, elle a aussi pour fonction d'émanciper, ce que j'ai appelé émanciper le gogo. C'est-à-dire que nous sommes tous un peu bernés par de la propagande sur tel ou tel sujet à tel ou tel moment, et on observe que les citoyens profanes sont capables, avec une information contradictoire soutenue, sont capables de s'émanciper des messages qu'ils ont reçus et d'arriver à produire de l'intelligence et de l'empathie. J'ai appelé cet ensemble-là intelligence collective mélangée avec de l'empathie vis-à-vis de tous les autres, y compris, je disais, les gens du Sud, les générations à venir. J'ai appelé ça l'humanitude. L'humanitude, c'est une qualité qui apparaît pas seulement dans les conventions ou les conférences de citoyens, qui apparaît aussi dans des mouvements citoyens, dans les mouvements des Gilets jaunes, dans des grèves, dans différentes situations. C'est quelque chose de très important qui est l'expression du meilleur de l'humanité. L'intelligence et l'empathie étant vraiment des caractéristiques qu'on croit humaines. C'est aussi un exemple pour toute la société, ces conventions de citoyens. Parce que tous les gens, bien sûr, qui n'ont pas été tirés au sort parmi les 2 ou 3 dizaines de personnes impliquées, peuvent très bien se repérer à la vie des citoyens pour dire, enfin, ces gens-là, ils sont comme moi, ils n'ont pas d'intérêt particulier, ils défendaient rien, ils ont travaillé pour moi, et finalement, ce qu'ils disent, ça doit être la vérité, et ça peut me servir. Et cet avis est beaucoup plus crédible que n'importe quelle proposition d'un groupe politique, par exemple. Donc,
Simplement, moi, je suis un peu comment dirais-je, enfin, je suis très fanatique des conventions de citoyens. On me le reproche quelquefois, y compris mes amis proches. Et je dirais par exemple que quand Pauline Véron nous explique que la ville de Paris a un panel de dispositifs, elle s'en réjouit, c'est bien parce qu'on a plusieurs choses. Mais pourquoi avoir plusieurs choses un peu boiteuses plutôt que d'en avoir une qui soit parfaitement définie, même évolutive, telle que la Convention de citoyens, qui, je vous le rappelle quand même, a une définition très très stricte, celle qu'on a donnée dans le projet de loi de 2007, que nous avons travaillé ensemble. C'est quelque chose d'assez strict, d'assez formel, que n'ont pas, par exemple, les conférences de citoyens, qui sont chaque fois différentes, et que n'ont pas les panels de citoyens, les jurys citoyens, où chaque fois l'organisateur improvise et change quelque chose. Donc il faudrait peut-être mieux travailler à un dispositif qui, bon, ne sera pas jamais parfait, mais qui approche, qui tend, et qui a la volonté d'aller vers la perfection, plutôt, donc à une procédure exemplaire, plutôt que de multiplier des dispositifs qui, finalement, ne font peut-être pas une vraie démocratie. Bon, je voudrais quand même parler ici de un peu la convention citoyenne, c'est comme ça que Macron l'a appelée, sur le climat qui se déroule actuellement. Pour dire quelques petites choses, on a été abreuvé d'informations sur le mode de désignation des citoyens par tirage au sort. Ça semble effectivement irréprochable, même si, comme Bendit a été tiré au sort, ce qu'on ne s'explique pas. Mais il y a des choses qui me surprennent. Quand on entend les organisateurs parler dans les médias, ils nous parlent, le but c'est la recherche du consensus. Alors non, la recherche du consensus, c'est ce que font des conférences de consensus, qui sont faites pour des bonnes pratiques, par exemple médicales, comment opérer le mieux un patient atteint de telle pathologie. Ça, c'est le consensus de spécialistes, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Et si le projet est d'arriver à un consensus, il sera forcément mou, en tout cas beaucoup plus que ce que peut faire une convention de citoyens, laquelle évalue les dissensus, plutôt que de rechercher un consensus. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'imagination des gens est à prendre et à étudier. Toujours dans cette convention citoyenne, il y a 150 tirés au sort. C'est beaucoup. D'habitude, c'est plutôt 15-20 personnes, parce que c'est mieux pour animer les groupes. Alors, on nous répond, mais il y a 5 groupes. Et ces 5 groupes vont travailler, donc des groupes de 30, j'imagine, vont travailler chacun sur des thématiques, mais au bout du compte, c'est bien l'ensemble des 150 qui va donner un avis. Ça veut dire que ceux qui n'auront pas été au courant, les 4/5e, vont très très vite être informés et n'auront pas travaillé le sujet. Donc c'est un peu boiteux, à mon avis personnel. Par ailleurs, la formation n'est pas du tout explicitée. On nous parle d'un comité de gouvernance, mais pas d'un comité de pilotage. On ne sait pas bien ce que c'est. On nous dit un peu les gens qu'il y a dedans, mais on ne dit pas comment c'est établi le programme de formation qui est actuellement en cours. Et si cette formation est vraiment et honnêtement contradictoire. Je le souhaite, c'est possible, mais ça n'est pas clair. Enfin, je dirais qu'il y a quelque chose quand même qui cloche, c'est qu'on prétend qu'il y a l'anonymat des jurés, ce qui est indispensable pour éviter les pressions exercées par différents lobbies. Bon, il y a l'anonymat des jurés, mais ils sont tous en photo dans les magazines et à la télé. Donc c'est quand même un peu difficile à prendre. Je reviens sur l'historique de conférence de citoyens sur le climat. Marie-Angèle a rappelé qu'en 2002, il y a eu donc cette conférence qui a abouti à des résultats intéressants. Je le dirai très rapidement pour conclure. Il y a eu 36 propositions faites en 2002. Et je citerai réduire la consommation d'énergie, favoriser le ferroutage, le transport fluvial, les productions décentralisées, créer une taxe Tobin sur les échanges financiers, renforcer le pouvoir des pays en voie de développement à l'ONU, contrôler par l'ONU, le FMI, l'OMC et la Banque mondiale, créer un organisme supranational indépendant pour des mécanismes de sanctions à ajouter au protocole de Kyoto, obligation des pays du Nord à transférer leur technologie vers le Sud, création d'un fonds mondial d'indemnisation des catastrophes, création, c'était la première fois, d'une taxe sur le kérosène, limiter la vitesse des véhicules, créer des parkings à l'entrée des villes, développer les transports en commun. Bref, tout ce qui est agité actuellement, c'était déjà là en 2002. On n'en a pas fait grand-chose. Merci. Merci.
Je vous propose de prendre les questions, que chacun puisse allumer le petit micro devant soi. On va peut-être prendre 2 ou 3 questions et une salve de réponses. Voilà, alors j'aimerais poser une question assez importante. Une des raisons de la défiance citoyenne face à la démocratie représentative, c'est qu'on perçoit et on voit clairement que les élus sont capturés par des intérêts privés. On a besoin d'argent pour être élu, on veut être réélu. Si ces conventions citoyennes ne sont pas décisionnaires, pourquoi a-t-on raison de croire qu'elles vont aller contre les intérêts privés? Il semble qu'il y ait une idée un petit peu naïve que les élus ne savent pas ce qui est bon pour les gens, ne comprennent pas. Or, il y a des conflits d'intérêts très simples, c'est-à-dire que les multinationales ont des intérêts qui ne sont pas, compatibles avec, par exemple, l'écologie et des aspects comme ça. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas donner un pouvoir décisionnaire, c'est-à-dire articuler? Et il me semble que dans la Grèce antique, justement, ces expériences, il y avait un équilibre de pouvoir où ces assemblées tirées au sort avaient un certain pouvoir décisionnaire. Alors j'aimerais savoir pourquoi on ne parle jamais de ce pouvoir décisionnaire. Merci. Merci. Encore une question. Bonjour. Je suis membre du CESE pour éviter tout malentendu. Et une chose que je peux dire par rapport au problème de ça, c'est que le CESE n'est pas vraiment, c'est pas lui qui a pris des décisions sur la Convention citoyenne. Il s'est battu pour essayer de mettre en œuvre, mais les décisions sur le nombre, etc., ont été prises ailleurs. Ça, c'est pour préciser. Ma question consiste finalement à interroger le terme citoyen dans la Convention de citoyens. Il y a en France des gens qui appartiennent à notre société, mais qui sont en partie des sous-citoyens parce qu'on leur dénie l'effectivité d'un certain nombre de droits. Je pense en particulier aux gens issus, qui vivent dans la très grande pauvreté. Je sais par exemple que une amie d'ATD Carmonde critique dans la Convention citoyenne qui est mise en place aujourd'hui le fait qu'il n'y ait pratiquement pas de citoyens issus de la grande pauvreté dans cette convention, y compris pour des raisons pratiques. Parce que, quelque chose de très bête, quand on rémunère les participants, ceux qui sont au RSA risquent de perdre une partie de leur RSA à cause de cette rémunération. Mais c'est aussi parce que ces gens qui vivent dans la grande pauvreté sont dans une situation telle depuis très longtemps que c'est pas évident pour eux de prendre la parole, notamment s'ils ne sont pas accompagnés. Et par exemple, ATD 40, moi j'ai pu assister à ça, a mis en place des dispositifs qui permettent de prendre la parole. Donc, est-ce que il n'y a pas un problème, y compris dans une convention de citoyens idéale, de voir un certain nombre de membres de la société pas pris en compte de fait, parce que, d'une manière générale, ils sont ignorés, ils ont moins de droits que les autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Oui. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais si les gens sont d'accord pour se présenter très très brièvement et poser une question. Oui, c'est Laurent moi je suis au service de la recherche au ministère de l'écologie. C'était c'est plus un complément par rapport à la remarque précédente, c'est que on n'a pas tellement questionné ce terme de citoyen, il y a aussi tous les étrangers qui sont... le vote des étrangers aux élections locales est quelque chose qui est réclamé depuis des années, qui est porté à l'agenda, qui n'est jamais mis en œuvre. Est-ce que ces dispositifs ne sont pas aussi des moyens d'intégrer les personnes qui n'ont pas le droit de vote aujourd'hui? Et ça n'a pas été abordé. Donc, alors, je ne sais pas si c'est un non-dit ou pas, mais quand on parle de citoyens, en fait, le terme, c'est ceux qui ont le droit de vote, et il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas le droit de vote, continue à nier rien que dans l'expression même du terme citoyen qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui. Est-ce que vous voulez répondre? Qui veut répondre?
Bon, je me lance. Sur la première question, la forme représentative de la démocratie, vous l'avez dit, fait qu'aujourd'hui, les décisions sont prises par les élus. Et dans les décisions prises par les élus rentre toute une série de considérations, notamment le souci d'être réélu, notamment le souci de répondre aux intérêts des groupes de pression qui s'exercent à l'Assemblée nationale, de sorte que la part de l'intérêt des représentés dans la décision prise par les élus conduit à ce que les représentés ne se retrouvent plus dans le contenu des décisions des représentants, puisque les représentants ont oublié le souci des représentés. Et par exemple, une manière d'y répondre, c'est au niveau d'initiative. Jusqu'à présent, qui décide de l'agenda, de ce qui est important à discuter, ce sont les élus. Donc c'est important que l'initiative des conventions de citoyennes vienne des citoyens, dans la mesure où c'est eux qui vont fixer désormais l'agenda du politique. Il est peut-être plus important de discuter de ce qui se passe en Kurde que de l'affaire du pont de Ligonnès. Quand on voit l'importance qui est donnée à ces différents. Pour les conventions de citoyens, on est dans un moment où il faut, si je suis réaliste ou pragmatique, il faut articuler la démocratie délibérative avec ce qui émerge de la démocratie, ce que j'appelle, moi, continue, ou participative si on veut, mais je préfère le mot continu. Est-ce que les conventions de citoyens ont un pouvoir de décision? Théoriquement, je serais pour qu'elles aient un pouvoir de décision. C'est tellement difficile, vous l'avez rappelé, les élus résistent tellement qu'aujourd'hui, peut-être pour être réaliste, il faut que simplement obliger les institutions de la démocratie représentative à délibérer, à ne pas mettre les avis rendus par les conférences de citoyens dans un placard, mais un tiroir, mais à en délibérer publiquement avec l'obligation de prendre une décision, une loi ou éventuellement donc un référendum, comme l'a rappelé mon collègue tout à l'heure. Donc les conventions de citoyens pourraient aujourd'hui s'introduire, être un moment de transition dans le processus de fabrication de la loi. C'est-à-dire, les conventions de citoyens seraient le moment où seraient introduits dans le processus de fabrication de la loi les citoyens dans un moment de délibération qui conduirait alors d'autres institutions, le Parlement encore, à prendre la décision avec l'obligation de se référer à ce qui serait dit dans les conventions de citoyens. Sur les deux autres questions concernant la définition du citoyen, alors tout de suite, je réponds d'abord peut-être parce que je pense qu'il y a une confusion, mais une confusion qu'on fait constamment. C'est entre citoyen et national. Ce dont vous parlez, et si on prend la Grèce, ce n'est pas les mêmes dieux. Le national, c'est celui qui est né, la déesse de la nativité, et puis la cité, c'est un autre dieu, une autre déesse, plutôt, c'est la cité. Et pendant très longtemps, on a déconnecté, pendant très longtemps, nationalité et citoyenneté étaient déconnectées. Souvenez-vous qu'à la Révolution française, on a donné la citoyenneté française à des étrangers. Et bon, à un moment donné, il y a eu cette reconnexion. Donc, je pense que le mot citoyen doit être redéconnecté de national. Alors, ça commence un peu, par exemple, parce que peuvent voter en France des non-nationaux, aux élections municipales, des européennes, etc. Donc je crois qu'on est aujourd'hui dans un processus où le mot citoyen retrouve son origine grecque, c'est-à-dire l'homme de la cité, celui qui est dans la cité, même s'il n'y est pas né, même s'il est dans la cité. Et étant dans la cité, il la voit au chapitre. Alors, voix au chapitre, ça vient de la religion, ça. Il la voit au chapitre, c'est-à-dire il peut décider des règles de la cité.
Alors, évidemment, et là je retombe sur votre question, on a tellement dit aux citoyens qu'ils étaient incompétents. On a tellement dit aux citoyens qu'ils étaient incompétents que lorsque vous mettez le citoyen en position de prendre une décision, que sa première réaction est de refuser. Il a tellement intériorisé son incompétence que le mettre en situation de décider le désarçonne. Alors, moi, en tant que professeur de droit, le tirage au sort, dont tout le monde parle, c'est une tarte à la crème pour nous, les juristes. Le tirage au sort, on le connaît depuis longtemps, avec les jurés. Quand vous allez dans les cours d'assises, quand vous tirez au sort quelqu'un, pour une cour d'assises, la première réaction, c'est de refuser. Oh non, mais je ne peux pas, je n'ai pas fait de droit pénal, je ne peux pas. Et progressivement, justement, par la formation, quand on a la procédure pénale, etc., comment les circonstances atténuantes, il se prend au jeu. Il y a un très beau film qui est 12 hommes en colère, hein, où on voit des citoyens, justement, qui ont décidé s'ils vont couper en deux quelqu'un. Ils rentrent dans la salle de manière... ils s'en foutent. Hein, et puis, au fur et à mesure, justement, de la délibération, même le type qui, comme vous dites, est pauvre, etc., finit par se prendre au sérieux. La conférence s'appelle « Prendre au sérieux la démocratie ». Moi, je vais changer de titre. C'est-à-dire prendre au sérieux le citoyen. Prendre au sérieux le citoyen et le citoyen se prendra au sérieux. Je pense que c'est ça qui est important. Et ce que disait Jacques à l'instant, même des gens que l'on croit éloignés parce que pauvres, parce que sans Internet, parce que sans, etc. Il y a un très beau film qui vient de sortir il y a un mois, qui s'appelle « Nous le peuple ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un très très beau film, qui s'appelle « Nous le peuple ». Alors, « Nous le peuple », je crois que c'était fait par une association qui s'appelle Luciole. Et donc, c'est 3 groupes de personnes, des prisonniers, un groupe de femmes de Villeneuve-Saint-Georges et des collégiens d'un lycée, je ne sais plus lequel, de la région parisienne. Ces 3 groupes ne se sont jamais vus. Et on leur a demandé de rédiger une constitution. Et par Skype, ils ont communiqué par Skype. Et c'est assez extraordinaire. J'ai participé, j'ai été invité à présenter ce film. C'est assez extraordinaire de voir que ces femmes de Villeneuve-Saint-Georges, par exemple, qui, pour certaines, ne savent à peine écrire, qui n'osent pas parler la parole, qui ne vont pas prendre la parole au début, et qui vont prendre la parole. Et quelle est la première chose qu'elles vont dire? C'est des récits de colère. C'est des récits de colère. C'est ce qu'a fait un peu Rosan Vallon sur le Parlement des Invisibles lorsqu'il a donné à certains la possibilité de s'exprimer. Alors évidemment, pour un juriste, après, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que quand on leur disait qu'il faut rédiger une constitution, ces femmes, elles nous racontaient le malheur de la cité. Comment elles étaient obligées de se servir de boucliers pour empêcher que leurs enfants soient pris par les grands frères pour la drogue, etc. Et après, donc, elles arrivaient, partant de ce récit de colère, à formuler des propositions. Et on a obtenu qu'elles soient auditionnées par un groupe de l'Assemblée nationale. Alors, ce que vous disiez, on a demandé à ce qu'elles soient reçues par l'Assemblée nationale, par la commission, la présidente de la commission, Madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a refusé. Elle a refusé de les recevoir. Et c'est un groupe de députés, alors, toujours, parce qu'on dit, des prisonniers, ils sont en prison, c'est quand même pas eux qui vont faire la loi, ils sont en prison. Bon. Ces femmes de Villeneuve-Saint-Georges, vous avez vu comment elles sont habillées, comment elles parlent, c'est quand même pas elles qui vont faire la loi. Et donc, la présidente a refusé une lettre absolument extraordinaire de refus
défense de la forme représentative de la démocratie. Et ce groupe a obtenu finalement d'être reçu par des députés. Et donc il y a une confrontation entre ces trois groupes et les députés parfaitement intéressante. Donc je pense, si vous voulez, que bien sûr, les citoyens aujourd'hui ont tellement intériorisé leur incompétence que c'est très difficile matériellement, psychologiquement, politiquement pour eux de passer immédiatement à un niveau de production normative correct. Mais c'est pas grave. Justement, ce qu'il faut, c'est permettre que les expériences que ces gens-là vivent et qui sont inconnues des élus, que ces expériences de la vie quotidienne, dans leur activité professionnelle ou en prison, ça puisse sortir pour devenir les normes de la cité qui ont été élaborées par eux-mêmes. Excusez-moi d'avoir arrêté. La question du pouvoir décisionnaire et de la Grèce antique, alors la Grèce antique est souvent très très mal comprise, eu égard au fait qu'on plaque notre vision représentativiste sur leur système. Les tirés au sort en Grèce antique, ils ne prennent pas de décision finale. Ils préparent, ils administrent, ils exécutent, mais l'organe souverain en Grèce antique, ce n'est pas l'assemblée tirée au sort, c'est l'assemblée de tous les citoyens, qui est l'ecclésia, qui se réunit sur la place physique et qui vote. Donc, un système où l'assemblée tirée au sort a le pouvoir souverain, ça n'a jamais existé. Donc si on peut tester, je ne suis pas contre, mais ça n'a jamais existé. Et bon, moi, la théorie que j'en fais, c'est que précisément, c'est ce que j'appelle la légitimité-humilité, étant donné que contrairement aux autres modes de sélection des représentants, qui peuvent être l'élection, la certification, la nomination, etc., eh bien, il n'y a pas d'affirmation de supériorité dans l'acte de tirage au sort. L'acte de tirage au sort est un acte horizontal, et vous n'êtes pas sélectionné en tant que tiré au sort parce que vous êtes supérieur au groupe, mais parce que vous êtes un membre du groupe. Vous êtes à égalité avec les autres membres du groupe. C'est pour ça que vous êtes sélectionné, parce que vous êtes dans le groupe, mais vous n'êtes pas supérieur. Donc, à moins de greffer ce qui n'existe pas, et même en Grèce antique, les historiens, à part quelques-uns, mais sinon les autres sont assez d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de dimension religieuse directement dans la pratique du tirage au sort politique, eh bien, à moins de penser que le hasard c'est un acte divin de souveraineté et de légitimation, il n'y a pas de logique à conférer la souveraineté à une assemblée tirée au sort. Donc c'est proposé quand même, parce que précisément on plaque la vision représentative aux assemblées tirées au sort, et donc dans les propositions, il y en a un certain nombre de parlements tirés au sort, exclusivement ou pas exclusivement, il y a une vision de délégation de la souveraineté. Mais si on est fidèle à l'idéal antique de démocratie, ou plutôt, pour reprendre le terme de Cassiodis, à la germe du système athénien et de l'idéal athénien, c'est une articulation avec le processus de référendum que vous voulez, puisque l'ecclésia, c'est ça, l'ecclésia, c'est la démocratie directe. Donc, moi, voilà, donc pour moi, la question d'institutionnalisation que j'ai esquissée à la fin, c'est vraiment la question de à quelle articulation on va assister, puisque pour la légitimité et l'humilité, c'est super, mais ça, étant donné que c'est une légitimité trop faible pour vivre toute seule, ça a besoin d'autres éléments dans l'écosystème des légitimités. Donc il y a la légitimité des experts qui viennent donner de l'expertise, il y a la légitimité des élus qui viennent appuyer les recommandations, et puis il y a la légitimité quantitative du référendum populaire qui vient valider ou pas les propositions. Ça a été le cas en Irlande par exemple, ça a été le cas en Islande, c'était le cas au Canada. Le mode dominant dans l'Assemblée citoyenne, c'est quand même une articulation avec les référendums. La question c'est quelle articulation, parce qu'on peut aussi penser à un système d'articulation uniquement avec le Parlement, et d'ailleurs là je pense que c'était assez éclairant au niveau de la Convention pour le climat, puisque Cyril Dion dit qu'il faut que ce soit articulé avec des référendums prioritairement et surtout, et la réponse du Premier ministre c'était plutôt l'inverse, le cas échéant en référendum, et puis surtout Parlement et gouvernement. Donc ça, là vous avez à mon avis l'enjeu actuel qui va être à quoi est-ce qu'on articule les assemblées tirées au sort. La chose qui était proposée par les membres de la Convention, par le comité de gouvernance de la Convention, c'était que l'Assemblée elle-même décide ce qui va où. En Irlande, c'était l'inverse. L'Assemblée transférait toutes ses propositions au Parlement, et c'était le Parlement qui décidait ce qui allait ou pas à référendum, ce qui était traité ou pas. Donc, vraiment pour moi, l'enjeu à l'heure actuelle, il est là. Sur la question de l'inclusion, oui, quand on regarde à nouveau empiriquement ce qui s'est passé, le G1000 en Belgique avait laissé à peu près 10% des sièges à des gens qui étaient sans papier, issus de la pauvreté, de l'immigration, etc. Dans la Convention climat, vous avez des gens qui n'ont pas encore l'âge de vote.
Dans les assemblées du grand débat, les conventions citoyennes régionales, vous aviez des conférences citoyennes régionales, vous aviez des gens qui n'avaient pas les papiers français. Donc ça peut se penser. Mais ça, c'est pas du tout propre au tirage au sort, c'est tout à fait propre au cadrage démocratique, que ce soit pour le vote, la candidature, etc. Le cadrage de qui constitue votre population, il aura lieu quel que soit le système que vous avez. C'est une démocratie directe, une démocratie élective, vous l'aurez. Qui peut se présenter, qui peut parler, qui peut voter, peu importe le système, qui peut être tiré au sort, peu importe le système, le cadrage, il a lieu. Et bon, dernier point, je suis assez d'accord avec ce qui est dit en effet sur les jurys. Oui, les jurys, au début, quand on demande aux gens, ah bah non, je vais pas réussir, et puis à la fin, en effet, de ce qu'on appelle l'empowerment, les gens qui se rendent compte de leur capacité, de leur pouvoir d'agir. Et là-dessus, moi, la vision que j'ai, je suis tout à fait minoritaire, je suis quasiment le seul dans le domaine des sortitionnistes à être pour ça, mais moi je suis pour l'obligation d'accepter la charge quand on est tiré au sort, comme pour les jurys. Parce que je défends le fait que, précisément, il y a une auto-exclusion très forte qui font que ceux qui disent oui, et là, ceux de la Convention, ceux des jurys citoyens, en général, c'est pas n'importe qui, ils ont des caractéristiques particulières, c'est une minorité en soi, hein, puisqu'il y a à peu près 10% des gens qui disent oui, donc vous avez à nouveau une minorité malgré tout. Donc, une obligation, ça permet d'avoir, déjà, de ne pas avoir de problème de quota si vous avez un échantillon suffisamment large, donc là, vous avez vraiment de la représentation sans quota. Ça permet de se battre contre l'auto-exclusion d'un côté, mais également contre l'hétéro-exclusion, parce que s'il est possible de refuser, vous allez potentiellement avoir des pressions coercitives pour refuser. Voilà. C'est la même logique que l'isoloir. Le fait que vous soyez obligé d'entrer dans l'isoloir vous permet de voter librement. Sinon, quelqu'un pourrait demander à regarder comment vous votez. Et le dernier point, c'est ce que j'appelle l'effet Pygmalion, qui s'inspire des expériences de psychologie qui ont eu lieu dans les années 70, qui dit qu'il y a un effet de prophétie autorélatrice sur les gens. Quand vous dites aux gens qu'ils sont intelligents et compétents, ils le deviennent. Et on l'a vu. Donc, le fait d'avoir un système d'obligation, ça veut dire que la structure politique dit aux citoyens, nous savons que vous êtes compétents et on ne vous laisse pas la possibilité de décider si vous êtes compétent ou pas. Vous l'êtes. Et donc, ça c'est l'effet performatif de la parole, en le disant, ça le devient. Donc, oui, sur le caractère obligatoire des points de vue, des avis qui pourraient être mis en place, je voulais juste redire à quel point je pense qu'on en est loin malheureusement, parce que par exemple déjà si en tant que collectivité on met en place un dispositif de pétition, comme on l'a fait aussi à Paris, qui permet de saisir le conseil municipal d'un sujet qui est débattu, donc ça on peut le faire. On n'a pas le droit de dire que on va adopter le contenu de la pétition. Il faut, en tant qu'élu, on n'a pas le droit de dire qu'on se sent lié par le point de vue des citoyens. Par exemple, si on veut organiser un référendum local, la maire n'aura pas le droit de dire si jamais les citoyens votent pour cette proposition, alors je l'appliquerai forcément. Grenoble a voulu le faire, a mis en place un référendum local en disant qu'il tiendrait compte, quoi qu'il en soit, du résultat du référendum local, et le préfet a attaqué la décision du maire. Donc nous, on voudrait pouvoir faire ça, parce que si on fait des référendums locaux, on voudrait pouvoir donner notre position avant le vote, dire, en tout cas en disant, quoi qu'il en soit, le résultat du vote, on le respectera et on appliquera le résultat du vote, mais en tant qu'élu, on n'a pas le droit. C'est pour vous dire à quel point, quand même, dans notre état d'esprit, dans notre législation, on a des bâtons dans les roues, même nous, en tant qu'élus, parfois pour faire certaines choses dans le domaine de la démocratie participative. Et, on a été auditionnés à l'Assemblée nationale par des députés qui voulaient essayer de faire un peu évoluer ça, mais c'est complètement lettre morte. Sur la participation des personnes précaires, nous, on l'a fait en s'appuyant sur des associations qui sont déjà présentes dans les quartiers populaires. On leur a demandé, on les a missionnés, les centres sociaux ou certaines associations qui se spécialisent aussi dans la participation citoyenne, d'aller dans les lieux de vie, dans les lieux des centres sociaux, les maisons des jeunes et de la culture, pour aller expliquer, par exemple, le budget participatif, et pour s'assurer qu'il y ait des projets qui soient déposés dans ces quartiers-là. Parce qu'on savait que dans un certain nombre de quartiers, les Parisiens sauraient tout à fait se saisir d'une plateforme numérique pour dire dans ma rue, dans mon quartier, je voudrais ceci, cela.
comment faire pour que dans certains quartiers qui en ont d'autant plus besoin, les habitants se saisissent du dispositif. Donc on a subventionné des associations dans ces quartiers-là, et on a fléché 30% de notre budget participatif qui doit obligatoirement se mettre en place dans les quartiers populaires. Ce qui fait qu'en fait, on a un dispositif qui fait remonter des projets qui sont situés dans les quartiers politiques de la ville, quand bien même ils auraient moins de voix que d'autres projets, mais il y a une espèce de prime à ces projets-là pour s'assurer d'une certaine représentativité de... C'est à peu près 30% des Parisiens qui vivent dans un quartier dit politique de la ville, populaire, et donc on y arrive comme ça. Et puis on a intégré aussi, avec les associations qui interviennent auprès des personnes précaires, le fait qu'ils maintenant ils siègent dans un certain nombre de nos dispositifs qui prennent les décisions dans le domaine des politiques publiques sociales. C'est pas évident, mais on a des personnes qui étaient précédemment à la rue, qui participent dans des commissions territoriales, des commissions sociales de territoire. Et puis, un mot sur la participation des non-français. Au budget participatif, donc les non-français, bien sûr, il suffit d'être parisien pour participer et voter, ainsi que pour avoir sa carte de citoyen de Paris. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de Parisiens qui vivent à Paris depuis très longtemps, qui sont étrangers et qui ont pris leur carte de citoyen, parce que c'est la première fois qu'ils avaient un document un peu officiel de reconnaissance de leur appartenance à la collectivité parisienne. Mais on va un peu au-delà, puisqu'on autorise les enfants à participer et à tous nos dispositifs. Et on a mis en place un budget participatif dans les écoles et dans les collèges. Et pourquoi je parle de ça? Parce que dire aux enseignants et aux directeurs d'école que ce sont les enfants qui vont choisir des projets, qui vont voter pour des projets pour leur école, c'est quand même une petite révolution dans notre société. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la possibilité donnée aux citoyens en France de participer à différents dispositifs de participation citoyenne, mais quid de notre culture participative de manière générale, quand on voit comment le management à la française dans les entreprises, quand on voit comment encore aujourd'hui l'organisation de l'enseignement se fait, avec des cours magistraux, avec même une façon d'organiser la classe, qui fait que si on ne prend pas les choses un peu à la base, et si on ne construit pas des citoyens à qui on reconnaît tout de suite le fait que c'est légitime de prendre la parole, c'est légitime d'avoir un point de vue, que tout le monde a un point de vue sur la façon dont on s'organise collectivement, et que ça c'est pas introduit à la base dans notre éducation, dans la façon dont on envisage notre société, alors ça va prendre, c'est sûr, beaucoup de temps, parce que pour pouvoir convaincre les gens que oui, ils sont légitimes, ils ne sont pas totalement nuls pour comprendre comment tout ça s'organise et avoir un point de vue, ben, je pense que on gagnerait du temps si on pouvait le dire dès le départ aux enfants. Et on a énormément de batailles à mener, je pense, dans notre société là-dessus, encore aujourd'hui, même si, malgré tout, l'esprit de mai 68 a quand même, heureusement, changé beaucoup de choses dans notre société. Et je pense qu'il reste encore une structuration extrêmement pyramidale des choses qui se retrouvent dans la politique et que l'on voit ailleurs. Tom Wakeford from the ETC Group, which is an international think tank on new technologies, and my role there includes participatory processes on new technologies. My question relates to something that's come up this morning around who sets the question, who frames the issue behind these processes and can ensure the result of the processes implemented. Dimitri, your presentation mentioned the Irish referendum and the Citizens' Assembly around women's right to abortion. And as I understand it, one of the key aspects of that whole process wasn't just a centre-right government wanting to avoid blame for a decision, but it was a very powerful women's movement and a coalition government where the women's movement was represented in a key moment around whether the coalition would survive. So
there, the grassroots movement decided how the issue was framed for the referendum and had the power in government to ensure that it was implemented. And if you compare that with something I did with others about 20 years ago around the GMO issue, the genetically modified foods, there, in Britain at least, I won't speak for France, it was the middle class who framed the issue. They were worried about GM, lots of NGOs that were, let's face it, and I know having worked with people who are more working class, it was the middle class who were interested in GM. They framed the issue, they had a supermarket boycott, there was a big debate, and the British government, I think, was among the first in Europe to stop GM happening, and it still isn't planted to any significant extent. If you compare that with processes in countries in the global south with strong civil society, strong social movements, like in the past, not now, but in the past, India and Mali, their farmers' organisations were able to frame the GM debate from the perspective of peasant farmers, smallholder farmers, and in those countries for a long time, and I think still in Mali, have no GM crops grown at all. Right now we have in the UK, and I think in other parts of the world, Extinction Rebellion. Now they have proposed a citizens' assembly. They have all these arrests, I think over 2,000 arrests now. But the Parliament just said, well, we'll have a citizens' assembly. They're spending almost €1 million on it, all the select committees of Parliament. But they've chosen the question set by the government. Extinction Rebellion's got no power apart from triggering an assembly with a zero net carbon by 2050. Their demand is zero net carbon by 2025. So they've lost the agenda. They don't have a strong grassroots social movement yet. Maybe they'll get one. So I'm interested for my French colleagues here, what about the Yellow Vest movement? Can they influence citizens' assembly framing of the issue and implementing the result? Où est-ce qu'on répond là-dessus et peut-être qu'on clôra la session. Oui, sur le cadrage, moi ce que j'ai constaté, c'est que lorsque le commanditaire et le comité de pilotage cadrent au débat, lorsque ça ne convient pas aux citoyens, ils décalent. Et donc, j'ai vraiment pas beaucoup d'angoisse sur le cadrage. J'ai pas d'angoisse sur le cadrage initial parce que, de mon expérience, j'ai vu les panels de citoyens. Oui, on a un petit problème, excusez-moi, un petit problème de micro, on a perdu le son, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est bon là? Peut-être ce micro-là qui marche pas. Oui. Excusez-moi. Alors, très rapidement, je tiens à dire que, selon mon expérience personnelle, lorsque le comité de pilotage et le commanditaire avaient cadré un débat de manière un peu réductrice, je donne un exemple précis, lors de la Convention sur le changement climatique, il avait été décidé, à tort à mon avis, mais que ce soit Jacques, que ce soit moi, on avait accepté ce que les autres membres du comité de pilotage avaient dit, on ne parlera pas du nucléaire. Et bien les citoyens ont inclus le nucléaire dedans, l'ont vaguement accepté comme énergie de transition, mais on dit qu'il fallait sortir du nucléaire pour telle raison. Donc ils ont décadré. J'ai aucune angoisse là-dessus. Il y a d'autres commentaires sur cette question? Je réponds en anglais, moi je réponds en français. Right, so maybe to answer to you in English, it's going to be easier. That's something, I had a short constraint time, so I could not mention the aspects of the Irish process, but clearly one thing that is not told when the myth of Ireland is put up is like the Citizen Assembly proposed that there should be legalization of right to abortion without any restriction, and the government just put it to referendum. That's not what happened. What happened is that there were protests
a lot of protests and a lot of engagement of social movements in the streets and elsewhere that made the referendum possible, because the first reaction of the Taoiseach back then was, wow, no, I'm not putting that to referendum, that's too liberal, my country is not ready and I don't want to assume the costs of the transition vis-à-vis my electorate. So indeed it was not smooth, and it took a struggle to get that happening. So indeed, actually that's a picture I didn't show you, but there is a picture I usually show in conference where there is protest in Dublin, and one of the women protesting hold the sign, listen to the Citizen Assembly, like implement the proposition of the Citizen Assembly. And I think that the proposal of Citizen Assembly in Extinction of Berlin and in the Yellow Vest is something that was present, but I think what also was very interesting in the Yellow Vest is the fact that they articulated demands of democracy with very clear in terms of agenda setting process, which is initiative, which we have in Switzerland. And initiative is, the question is framed by the bottom up, and the government cannot even touch it. Like the question is put by. So I think that in a sense might be a future way to go forward, where there is no question about after touching of the agenda, restricting it. But it's true that on the other hand, the reframing can also happen within the Citizen Assembly. I mean, that's what I told you for the Irish Citizen Assembly when they had to deliberate on climate change. How can we become a leader in tackling? No, how do we meet the objective of greenhouse gas emission that we committed to, that we are not respecting yet? So those two stuff, I think this type of bottom-up quantitative setting of the agenda through signature can be part of the solution, because it has a legitimacy such as the vote. You can have campaign within Switzerland that where you get as many signatures as a member of parliament had to get elected. So there is this legitimacy through quantity and popular mobilization, and at the same time it's an institution. So I think that's one of the problems we have with this type of deliberative debates. They change all the time, they're shape-shifting through context, through places, and the thing is that it leaves a lot of space for arbitrary decision to be made. And I think in order for it to become proper institution, it needs to get out of the arbitrary zone, and I think, for instance, setting a threshold for signature is one of such options. I'm not saying it's the best, but it's one that is clear.